Nous le savons, l'agriculture fait face à de nombreux défis, climatiques, réglementaires, économiques et autres. Les enjeux sont nombreux et éclosent les causes plurifactorielles. Quels sont les leviers que dispose l'agronomie? Quels sont les changements nécessaires dans le domaine de l'agriculture et dans la recherche à proposer? Pour répondre à ces questions, nous avons l'opportunité d'entendre des intervenants de qualité. Donc, permettez-moi de vous les présenter. Tout d'abord, nous avons Madame Frédérique Angevin, ingénieure de recherche chez INRAE, à l'unité de recherche Info et Sol, et qui travaille notamment en lien avec la cellule de recherche, innovation et transfert. Également, nous avons Madame Véronique Biernès, ingénieure d'études chez Terrinovia, et qui est spécialiste dans la diversification des cultures, et notamment sur les légumineuses, au niveau de l'Institut. Également, à côté de moi, Madame Marie-Étienne, ingénieure d'études chez Arvalis, et également responsable du dispositif CIPRE. Et enfin, Madame Léa Lugassi, vous travaillez pour l'association pour une agriculture du vivant, où vous êtes la responsable scientifique. Ensemble, et au cours de cette table ronde, les intervenantes discuteront de plusieurs points clés et notions importantes sur la question de quel changement pour le futur. Justement, c'est très très large, et je pense notamment qu'est-ce que peut apporter l'agronomie à ces questions-là. Peut-être avant d'aborder vraiment les questions de fond, Frédérique Angevin, est-ce que vous pourriez peut-être apporter quelques définitions lorsqu'on entend quel changement pour le futur, notamment sur changement, pratique, système? Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ça? Oui, donc là, en fait, dans les précédentes tables rondes, on a déjà vu des gens qui étaient en train d'expérimenter le changement, puisque on a vu donc des agriculteurs qui étaient en TCS, et donc qui remobilisent au niveau du système des connaissances agronomiques, notamment sur le sol, mais aussi un levier du changement qui s'appelle la diversification, parce que ça va permettre de rendre des services, notamment sur la fertilité du sol, et des services aussi au niveau de la biodiversité, qu'on a pu évoquer aussi tout à l'heure, juste avant. Et donc on voit qu'on va avoir des approches qui vont remobiliser de l'agronomie, qui vont se réfléchir au niveau du système, qui seront peut-être un peu plus complexes, parce qu'on ne va pas avoir de transformation, on remplace une substance par une autre pratique, mais on va remobiliser des leviers agronomiques. Et notamment de la diversification, et c'est par exemple des choses qui se voient dans les essais qui ont été faits par Terrinovia récemment grâce à Cap Protéines, et Marie-Étienne, des choses qui sont implémentées dans les plateformes CIPRE. D'accord, très bien, je vous remercie. Et justement, est-ce que vous pourriez peut-être nous apporter quelques illustrations, d'abord peut-être du côté de chez Arvalis avec Marie-Étienne, et puis après chez Terrinovia? Sur les aspects de diversification ou sur les aspects d'évolution de pratique? D'évolution, changement de pratique. Alors effectivement, plus ça va et plus au sein de l'Institut, on étudie toujours les leviers unitaires, on a toujours des dispositifs expérimentaux pour analyser les variétés, la réponse à certains produits, et ainsi de suite, mais on inclut de plus en plus une approche systémique dans ces essais où on essaye d'aller vers une étude de combinaison de leviers qui permettent de répondre à des questions plus complexes ou plus globales en lien avec les attentes de nos mandants. Du côté de Terrinovia, c'est sensiblement les mêmes approches, mais avec peut-être certaines spécificités. Oui, je confirme, on est tout à fait dans la même optique sur nos cultures. Par contre, c'est vrai qu'on va peut-être se focaliser quand même sur les notions d'implantation, de travail du sol, de date de semis aussi à revisiter. Donc déjà au niveau de chacune des cultures, et après effectivement passer à l'échelle système, puisque effectivement c'est un levier indispensable. Léa Lugassi, lors de notre préparation de la table ronde, vous me disiez justement passer sur l'échelle système, et vous annonciez qu'il fallait peut-être proposer un changement radical et peut-être sortir d'une approche classique. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer un petit peu ça? Alors radical, je dirais pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a un changement un peu du mode de pensée ou de regarder les problématiques d'un agriculteur. Souvent les agriculteurs basculent, ils sont plus dans la recherche de la solution
unique à un problème. Ils commencent à comprendre de mieux en mieux qu'en général, plusieurs problèmes peuvent être liés et avoir parfois une cause sous-jacente partagée. Et inversement, une solution, même si elle n'est pas parfaite, mais elle va aussi jouer sur plusieurs problèmes. Le couvert diversifié qu'on va implanter plutôt pour couvrir son sol en hiver, réduire l'érosion sur une parcelle, il va jouer sur la structure du sol, il va apporter de la ressource aux auxiliaires, il va permettre de restituer plus de matière organique en fin de printemps, etc. Donc en fait, une pratique, plusieurs bénéfices, et donc potentiellement, quand on a plusieurs problématiques liées, on peut aussi réfléchir à des pratiques qui vont nous aider un peu sur tous les fronts en même temps. Il me semble, alors je sais que collectivement au niveau des différents instituts, que ce soit au niveau d'INRAE, d'Arvalis et de Terrinovia, vous avez des dispositifs qui justement qui réfléchissent et qui expérimentent sur ces thématiques-là. Est-ce que, Frédéric Angevin, est-ce que peut-être vous pourriez nous parler de ces dispositifs, peut-être aborder le dispositif Cassis ? Oui, effectivement, dans les unités expérimentales INRAE, dans certaines de ces unités, il y a des expé-systèmes qui ont été mis en place depuis assez longtemps. C'est notamment le cas à la Cage, à Versailles. Et plus récemment, il y a eu une co-construction avec les agriculteurs autour de l'unité expérimentale de Dijon, de manière à construire un essai-système qui répondrait à leurs problématiques. Et là, on était face à comment peut-on combiner réduction des herbicides et suppression du travail du sol. Donc là, nous, on est sur des unités expérimentales, on peut se permettre de tester des choses qui sont extrêmement en rupture, qui peuvent être aussi très aventureuses, mais ça permet de donner des éléments et aussi des interprétations de processus qui peuvent être ensuite transférés dans d'autres essais qui sont plus à titre de démonstration pour les agriculteurs. Arvalis, je crois que vous avez mis en place un réseau d'expérimentation. Est-ce que vous pourriez nous en expliquer, Marie-Étienne ? Alors, pas que Arvalis. Arvalis, Terrinovia et l'ITB ont lancé en 2015 un projet d'envergure qui s'appelle CIPRE, qui repose sur une méthodologie originale de R&D, des plateformes expérimentales implantées dans 5 zones de grandes cultures en France, représentatives des grandes cultures, en Picardie, en Champagne, dans le Berry, dans le Lauragais, dans le Béarn. Ces plateformes sont associées à des réseaux d'agriculteurs qui nous challengent, qui nous posent des questions et qui s'emparent aussi des enseignements auxquels on aboutit. Et nous avons également des observatoires des pratiques dans ces zones qui nous permettent de positionner notre système innovant et notre système témoin qui sont expérimentés dans ces plateformes dans les performances de la région, pour essayer de savoir à peu près comment on se positionne. Et donc, c'est des systèmes innovants qui sont implantés. On fait l'objet d'une co-conception avec les agriculteurs, avec les partenaires économiques, partenaires de la recherche. On a vraiment élargi le cercle pour avoir toutes les compétences et toutes les bonnes idées pour trouver des systèmes qui répondent à des objectifs de multiperformance, performance économique, performance de productivité et amélioration des performances environnementales. Donc chacune des plateformes décline un ou plusieurs systèmes innovants qui a vocation à répondre à ces objectifs. Et on analyse les performances de manière multicritère avec Cister. Et donc on arrive à la 7e récolte. On a des choses très positives qui émergent de nos plateformes. On a rencontré des difficultés aussi et on questionne régulièrement ces systèmes sans les refondre totalement parce que sinon on ne voit plus rien. Il faut quand même être un petit peu persévérer, même si tous les résultats ne sont pas parfaits. Mais on re-questionne ces systèmes et leurs objectifs pour les faire évoluer en même temps que les problématiques des professionnels.
Un mot, Véronique Bianès, justement, sur ces plateformes-là et sur l'implication de Terrinovia? Oui, alors effectivement, Terrinovia est partie prenante dans ces plateformes CIPRE et donc ça permet effectivement de voir dans chacun des systèmes par rapport à nos cultures, comment les insérer, dans quel ordre avec les autres cultures et effectivement quel est le meilleur compromis pour essayer d'avoir des améliorations par rapport à la fertilité des sols ou d'autres problématiques comme les adventices, par exemple, la gestion des adventices. Voilà. Et sinon, par rapport à la diversification, on a un projet actuellement qui est soutenu donc par Plant to Pro qui s'appelle Ecodiv. Donc c'est pour écophysiologie comparer des cultures de diversification pour guider leur insertion dans les successions culturales. C'est un projet sur 3 ans qui a débuté en 2021, qui est coordonné par Terrinovia avec 3 partenaires de la recherche, l'UMR Agir à Toulouse, l'UMR Agroécologie à Dijon et le LEPS à Montpellier. Et l'objectif de ce projet, en fait, c'est d'avoir une meilleure connaissance des propriétés agronomiques et surtout de l'adaptation possible de ces différentes espèces de diversification que sont les légumineuses à graines, notamment, donc le pois, la févrole, le lupin, la lentille, le pois chiche, le soja et aussi le tournesol, dans des situations de sol et de climat contrastés. Et l'idée, c'est de fournir justement un outil d'aide au choix des cultures pour les agriculteurs, donc soit sous forme d'OAD, soit sous forme de carte avec les zones de culture bien ciblées pour ces cultures, pour pouvoir les intégrer dans les systèmes. Pour l'instant, dans le cadre du projet, il y a donc des expérimentations qui ont été menées au champ. Donc l'idée, c'était d'avoir des plateformes où on avait toutes les légumineuses présentes pour voir un petit peu quelles étaient leurs capacités d'adaptation dans différentes zones géographiques. Également, on a mis en place des expérimentations en conditions contrôlées par rapport au stress hydrique pour justement avoir les réponses de ces différentes légumineuses par rapport au stress hydrique pour mieux les positionner dans des situations en fonction des ressources en eau. Et pour finir, on a eu un important travail sur la modélisation des stades de développement, puisque bon, ça c'est vraiment une étape clé pour pouvoir justement bien positionner les cultures dans les différentes situations géographiques par rapport au stress potentiel climatique, comme le gel, les fortes températures ou bien le stress hydrique. Et ceci dans un climat actuel, mais aussi pour des études de climat futur, dans le cadre du changement climatique. Donc voilà, c'est voilà les études qu'on mène par rapport à la diversification des cultures. Je crois qu'il y a une question du public. Exactement. Des réactions de nos auditeurs qui serait une question autour du transfert. On commence à avoir quelques données sur des systèmes qui sont innovants, voire en rupture. On identifie des choses qui marchent, d'autres moins. Et à un moment, comment un agriculteur et comment on peut s'y prendre aussi pour transférer ces pratiques, pour les intégrer dans un système qui est déjà sur une équation qui fonctionne, donc les intégrer. Et au-delà de ça, si ce système innovant implique l'ajout ou l'intégration de nouvelles cultures, derrière, il y a tout le système filière et économie qui se met en place et qui doit, cet écosystème doit se développer. Donc, comment on peut arriver à marquer le but, quoi, finalement? C'est une excellente question. Marie-Étienne Darvalis. Pour le transfert, on s'appuie sur des réseaux d'agriculteurs innovants qui sont donc associés à chacune des plateformes. C'était soit des réseaux qui existaient avant, soit des réseaux qui se sont montés à l'opportunité, qui travaillent une ou plusieurs questions qui est traitée dans la plateforme. Comme Véronique l'a rappelé, les plateformes, en plus de ces objectifs de multiperformance, économique, productivité, rentabilité et environnement, ont aussi des objectifs de maintien de la fertilité des sols, recours à des leviers de couverture du sol, de réduction du travail, de diversification. Donc toutes ces sous-questions, entre guillemets, intéressent aussi les producteurs et souvent les fédèrent, parce que sur leurs propres exploitations, ils peuvent rencontrer des difficultés de gestion d'adventices qu'ils commencent à essayer de solutionner à l'échelle du système. Et donc eux sont notre premier maillon de diffusion. On les réunit sur le terrain, sur les plateformes, sur leurs parcelles, plusieurs fois dans l'année. Et après, pour toucher le cercle suivant, c'est plus difficile,
Très concrètement, on bute. Alors, on a un site internet sur lequel on essaye de pousser de la communication technique. Mais la communication technique, il faut aussi le temps de la produire et le temps de digérer les enseignements de ces essais qui sont quand même complets. Il faut pouvoir conforter des observations que parfois on fait une année et qu'on ne revoit pas forcément l'année suivante. Il faut arriver à démêler les fils d'une expérimentation système et étayer ça avec des chiffres, avec des vraies analyses. Et du coup, tout ça prend un certain temps. Donc on commence. On va probablement pas assez vite, mais on essaye de diffuser ça via donc, des sites internet, des vidéos. L'année dernière, on a lancé des webinaires qui ont été ouverts aux techniciens de chambres d'agriculture. On s'appuie sur ces relais-là aussi. C'est des relais qui sont importants, mais on a souvent les services agronomiques. On n'a pas forcément derrière les services économiques des COP. Et donc, pour répondre à cette question de filière et de débouchés, c'est une vraie contrainte. Nous, ça nous contraint dans nos expérimentations parce que ça nous limite aussi le choix de culture de diversification. Entre les contraintes de climat, les contraintes de culture et de variété vraiment adaptées à notre zone, et en plus la contrainte de débouchés, ça laisse finalement un panel pas si large que ça de cultures pour diversifier et allonger les rotations. Et donc c'est vraiment un verrou, cette absence de filière ou la difficulté de monter des filières. On y travaille également, mais les coopératives et les organismes économiques vont aussi devoir ouvrir un peu leur champ à ce niveau-là. Ça commence. On a eu beaucoup de visites de personnes comme ça sur l'espace technique, donc voilà, j'ai bon espoir. Peut-être que je vous propose de parler en fait, de cet aspect débouché peut-être dans un deuxième temps. Je voulais peut-être revenir sur la question du transfert. Je crois que pour une agriculture du vivant, vous avez justement cette particularité d'accompagner ce transfert. Alors peut-être vous, et puis après votre avis, Frédéric Angevin, au niveau, voilà, avec votre casquette sur le transfert. Effectivement, cette question du transfert au champ, elle n'est pas déconnectée de la question des filières. Et donc effectivement, nous on se situe, on va dire, à l'étape d'après les instituts techniques, puisque notre travail au quotidien, c'est d'accompagner des filières dans leur progression agroécologique, en ayant autour de la table ou dans le champ tous les maillons, les agriculteurs, la coopérative, l'organisme stockeur, le transformateur et souvent le distributeur aussi. Et donc, du côté agriculteur, on va les laisser, nous, relativement libres, même complètement libres, des essais qui vont mener. En général, quand on a un projet lié à une culture particulière, par exemple, on a eu un gros projet sur la betterave sucrière, sur la pomme de terre, sur l'oignon, qui sont des cultures avec des enjeux techniques particuliers et forts. Ils vont essayer de travailler ces enjeux techniques aussi en essayant de solutionner du même coup des problématiques plutôt agronomiques de structure de sol, d'érosion, de problèmes de ravageurs, etc. Mais ils sont relativement libres et souvent ils s'inspirent en fait de choses qu'ils ont vues sur la plateforme expérimentale sur laquelle ils sont allés, de choses qu'ils ont vues en tour de plaine chez un voisin, etc. Ça nourrit un peu leur réflexion, ils l'adaptent à leur système et ils lancent un essai. Et donc nous, on est là plutôt en soutien et aussi pour permettre derrière la valorisation, la synthèse de cet essai et surtout le partage à tous les agriculteurs, même bien au-delà du projet, grâce à un outil qui avait été développé initialement par l'INRA dans le cadre d'Ecofito, qu'on a pu récupérer, qui s'appelle RexAgri, qui est vraiment un outil de partage d'expérience entre agriculteurs, qui est gratuit et ouvert à tous. Et ça nous permet vraiment de rendre visible ce qui se fait. Et c'est très intéressant de voir que parfois, 3 agriculteurs autour d'une même culture, dans un même contexte, vont mettre en place à peu près le même essai et avoir des résultats très différents. Et ça, c'est aussi une richesse qu'il faut regarder pour comprendre en fait comment on passe en conditions réelles, en conditions complexes, pour permettre que ces pratiques en rupture ou innovantes, elles puissent se déployer sur les fermes. Et donc bien souvent, on a pu voir que techniquement, on y arrive, mais ça soulève des questions qui sont là pour le coup très en lien avec la filière. Par exemple, certaines pratiques sur la pomme de terre, notamment pour enrichir le sol, du prébutage, des apports de matière organique, des plants de compagne. À la fin, sur la pomme de terre, on peut avoir plus de gale, par exemple. La gale, une fois que c'est épluché, ça ne se voit pas. Sauf que les acheteurs de pommes de terre, ils déclassent les lots. Sauf qu'à la fin, ils les épluchent quand même, les pommes de terre. Et donc ça, c'est clairement des questions filières qu'il faut soulever, mettre sur la table et dire, voilà, c'est pratique, vous voulez plus d'agroécologie dans vos filières. Quand les agriculteurs en font, derrière, ils rencontrent des freins qui sont en partie liés à des exigences qualité. Et donc, nous, c'est vraiment l'intérêt de travailler sur cette approche tout au long de la filière,
c'est que certains freins techniques ont un levier à solutionner qui est plutôt côté filière. Et donc c'est à ça qu'on travaille, lever tous les freins en même temps, quoi. Est-ce que la conduite du changement du système est synonyme systématiquement d'intensité capitalistique et donc d'investissement dans un monde économique qui est un peu incertain? Et donc, est-ce que c'est un frein aussi qui à prendre en compte, et est-ce qu'il y a des leviers pour accompagner ce changement? Peut-être un premier élément, puis je passerai la parole. Nous, on a fait beaucoup d'études économiques. Systématiquement, quand on accompagne les filières, on a toujours un volet d'études économiques chez les agriculteurs les plus avancés. Donc souvent, ceux qui n'ont pas attendu le projet pour mener leur transition, qu'ils ont entamé il y a 15 ans, et ceux qui sont plutôt en début de transition et qui veulent se lancer. Et donc, on fait cette étude économique. Les résultats sont très différents suivant les types de production, on va dire. On ne va pas du tout retrouver les mêmes résultats en contexte culture d'industrie dans le nord, ou polyculture élevage, ou ferme purement céréalière dans le centre, par exemple. Sur les systèmes avec culture d'industrie, oui, on est sur des systèmes qui coûtent plus cher, qui vont demander de l'investissement matériel. On peut toujours travailler avec Sakuma, faire des investissements à plusieurs, etc. Mais ça nécessite quand même, notamment pour tout le travail de réduction du travail du sol, des outils spécifiques, des outils de gestion des couverts, des outils de semis, un strip-till pour la betterave. On ne s'en sert pas sur toutes les cultures de son assolement, donc c'est quand même un investissement. C'est intéressant de le faire en partagé entre agriculteurs, mais ça reste assez lourd. Mais nous, je dirais, l'approche qu'on a, c'est vraiment de dire... Aujourd'hui, la transition agroécologique sur une ferme, elle doit être valorisée, récompensée par le prix d'achat des produits, le prix de vente des produits, donc le versement de primes agroécologiques par la filière. Ça doit permettre à la ferme d'avoir une assise, je dirais une visibilité à moyen terme sur sa santé économique qui doit lui permettre d'investir. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche nous à créer, c'est les conditions économiques de sécurisation qui font qu'on va réussir et on va essayer de se mettre en collectif, essayer aussi d'autoconstruire quand on peut. Enfin, l'idée c'est pas d'investir à fond les ballons, mais on va quand même pouvoir faire les investissements nécessaires parce que par ailleurs on est dans une situation économique relativement sécurisée. Peut-être une réaction, d'abord Frédéric Angevin. Oui, donc nous on a fait un projet européen sur 5 ans qui s'appelait Divers Impacts sur la diversification, où justement on a testé différents leviers de diversification tant temporels que spatiaux. Donc on a testé des associations, on a testé des allongements de rotation. On a essayé quand même de combiner des choses qui n'étaient pas forcément demandeuses d'investissement. C'est une phase de transition, la diversification, où on prend des risques. Et on a essayé de minimiser au maximum le risque économique, parce que sinon c'est un frein en fait au changement. Et donc on a essayé de raisonner dans des choses qui étaient très innovantes, mais à côté aussi des choses qui pouvaient se mettre en place assez rapidement dans des systèmes existants. Donc on a réfléchi aussi... On a donné des indicateurs assez simples. Pourquoi faire 4 cultures au lieu de 3? Pourquoi 5 au lieu de 4? Donc on a réfléchi aux services qui étaient rendus par, je voyais, une augmentation de la rotation qui ne nécessite pas forcément d'acheter du matériel. Et donc on a regardé toutes les possibilités, les combinaisons. Entre le très innovant qui me demande de l'investissement pour se former et des choses qu'on peut déjà mettre en place dans une première phase d'apprentissage, en réintroduisant des protéagineux comme de la lentille par exemple, alors qu'il y a de la connaissance qui existe et il faut juste voir s'il y a un débouché derrière, se réapproprier la culture des protéagineux qui a diminué ces derniers temps, mais il y a des nouveaux travaux justement pour avoir de la maîtrise technique. Donc on peut avoir des phénomènes de transition quand on a de la version en risque sans passer directement dans des choses très exploratoires. Justement, au niveau de Terrinovia, avec les travaux que vous lancez sur le retravail avec les légumineuses, comment vous prenez justement cette prise en compte sur l'adversion au risque et sur ces sujets-là? Je voulais revenir sur les plateformes CIPRE parce qu'en fait c'est vraiment un bon moyen pour nous d'avoir des enseignements justement sur ce qui marche pas et ce qu'il faut améliorer. Donc c'est vraiment ça qui est vu. On regarde tous les indicateurs économiques notamment qui sont très importants, mais aussi agronomiques. Et on voit bien qu'effectivement c'est difficile de gagner sur tous les tableaux. Voilà, donc surtout avec certaines cultures, mais elles peuvent apporter des services sur les cultures justement à forte valeur ajoutée qui les suivent par exemple.
exemple, donc ça peut aussi être un atout. Donc par exemple, on a bien vu que pour le colza, avoir un précédent légumineuse, c'est quelque chose de très positif, hein. Ça apporte beaucoup d'azote qui est utilisé par le colza ensuite. Donc voilà, c'est cet enchaînement peut-être de cultures qu'il faut peut-être arriver à avoir pour justement essayer de maximiser au niveau de la rotation complète tout l'ensemble des leviers pour après avoir un résultat économique quand même qui soit acceptable et avec des améliorations au niveau agroécologique. Est-ce que vous pourriez expliquer comment les méthodologies qui ont été mises en place pour la construction ou la co-construction justement de ces expérimentations, peut-être au niveau de divers impacts ou des plateformes CIPRE? On passe par des ateliers de co-conception. En fait, on énonce un cadre avec des objectifs, des contraintes. On avait identifié une parcelle, on savait, si je prends l'exemple du Berry, on avait identifié une parcelle, on savait qu'il y avait une pression locale adventice, vulpin, on savait que c'était des sols à potentiel moyen, minéralisation lente, des aléas pour faire lever du colza, on va dire des charges de production qui augmentaient, des rendements qui étaient très aléatoires sur certaines cultures. Donc du coup, on a partagé ce cadre et on a, via un exercice de post-it, hein, chacun donne un peu pour quel levier, pour quelle solution, quelle culture ou quel enchaînement de cultures, pour quelle solution, pour quel bénéfice agronomique. Et donc, en réfléchissant à plusieurs, à la fin, on arrive à plusieurs prototypes. Une rotation avec des opérations de travail du sol, des dates de semis, des itinéraires de désherbage, de protection contre les insectes et les ravageurs, un potentiel de rendement, des couverts, alors on positionne où est-ce qu'on met nos couverts, quelles espèces de couverts, et tout ça, on avait plusieurs scénarios sur la table et on les a analysés via Cister, donc de manière multicritère, et on a choisi sur le papier le prototype qui nous semblait le plus pertinent. Parce que donc on n'a pas des millions d'hectares d'expérimentation, c'est quand même coûteux, donc il faut choisir le meilleur cheval, entre guillemets. Et donc on a implanté ces systèmes, donc on a implanté le système dans le Berry, et après c'est on va dire, le matériel disponible, le climat, la réactivité qui font la réussite ou pas de chacune des cultures qui sont en place. Les plateformes CIPRE, c'est quand même des dispositifs qui sont assez lourds. Toutes les cultures sont présentes tous les ans, répétées 2 ou 3 fois. Donc pour un technicien d'expérimentation, c'est quand même un sacré boulot, sachant qu'après, il y a aussi beaucoup d'observations et de mesures qui sont faites pendant la campagne pour expliquer toutes les composantes de rendement, pour essayer d'avoir le plus d'informations possible sur des dérives adventices, sur différentes choses. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que le système livrait des enseignements très bons, effectivement. Positionner des légumineuses en culture, en interculture, c'est très bénéfique sur le cycle de l'azote à l'échelle du système. On réduit fortement nos apports azotés. Par contre, comme on a des cultures de diversification, on dilue les cultures rémunératrices qui font la marge. Donc, au niveau économique, on n'est pas à la hauteur du témoin auquel on se compare. Donc, on a fait un choix qui n'est pas forcément celui que ferait un agriculteur, et ce n'était pas le but. Le but, c'est de tester des choses en rupture, et le transfert se fera sur des briques. Par exemple, on a une double succession de cultures de printemps, qui, dans un contexte de pression vulpin, est hyper intéressante, et le blé qui suit ce millet, ce tournesol, est très propre, a des charges herbicides très faibles. Donc, un meilleur rendement, une meilleure marge. Et donc, ce levier-là, finalement, nous, il est un peu figé dans notre rotation parce que voilà, on a notre cadre expérimental. Mais chez un agriculteur, dans un contexte de salissement et quelque part d'impasse, où il n'y a plus de solution, où les programmes herbicides ne fonctionnent plus, où il y a des phénomènes de résistance, et peut-être que ce levier agronomique-là peut permettre de rattraper des situations un peu inextricables parfois. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce levier, il n'est pas forcément obligé de s'exprimer à l'échelle de l'exploitation agricole, mais positionné aux bons endroits, au bon moment, ça peut participer d'un équilibre global et donc d'une meilleure santé des exploitations agricoles sur le plan économique, mais aussi sur le plan environnemental.
Justement, je crois que sur l'accompagnement justement en fait au changement, au travers du projet Divers Impact, il y a eu un délivrable où il y a eu peut-être la publication d'un guide. Oui. Donc il y a eu une collaboration en fait parce qu'on a beaucoup réfléchi à des aspects aussi sociaux. On avait 25 cas d'études qui ont été accompagnés au niveau technique et aussi au niveau transition. Et donc, il y a un guide qui vient de sortir, qui doit être sur le site d'Arvalis d'ailleurs, qui permet de voir comment mettre en place de la diversification, comment ça peut être un objet d'animation aussi au sein de groupes, et comment positionner les questions avant de se lancer dans de la diversification. Donc c'est un guide tout à fait opérationnel qui a été fait à partir de ces recherches, qui étaient des recherches vraiment tournées vers l'opérationnalité. Et d'une manière générale, il y a des travaux de valorisation actuellement qui réfléchissent non seulement à comment on va faire dans des essais systèmes, parce que c'est très difficile en fait de transférer de ce qu'on voit dans les essais systèmes, c'est ce que dit Marie, c'est pas évident, mais ce qu'on fait aussi actuellement chez les agriculteurs innovants, c'est de la traque aux innovations, et on réfléchit à comment caractériser ce qui a été trouvé par l'agriculteur, parce que c'est des connaissances qui sont précieuses, comment les caractériser pour qu'elles soient utilisables chez d'autres agriculteurs. On va avoir des connaissances qui sont le fait de l'agriculteur qui a testé, qui sont des connaissances qui sont dépendantes, qui sont situées, donc dépendantes du contexte pédoclimatique, et comme je l'ai expliqué au départ, on va être à l'échelle du système. Donc on va regarder en fait la logique d'action. Qu'est-ce qui a été à l'origine en fait de la mise en place de ce système? Quels ont été les indicateurs qu'a choisi l'agriculteur pour suivre au fur et à mesure? C'est pas forcément les mêmes indicateurs que nous, ce qu'on utilise par exemple sur Cypre pour faire changer d'une année sur l'autre, pour faire évoluer. Et après, quels étaient les indicateurs de satisfaction? Avoir une caractérisation du contexte de culture, de manière à avoir une vue précise de ce qui s'est passé, de pourquoi ça a réussi, ou pourquoi ça a raté. Parce qu'on apprend beaucoup dans ces phases de transition de ce qui n'a pas fonctionné. Et il faut vraiment aussi capitaliser les trucs qui ne fonctionnent pas, parce qu'il y en a. Et c'est pas la peine que des gens aux alentours les recommencent. Donc la capitalisation et le transfert, c'est aussi sur ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce point-là? C'est clé, je pense, la capitalisation sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est justement ce qu'on essaye de faire dans une certaine mesure avec Rexagri, même si on va être sur des choses plutôt assez précises, des pratiques, on va dire individuelles, et pas des systèmes qui sont assez compliqués à retranscrire dans des fiches, digestes pour les agriculteurs. Mais on a aussi cette volonté de se servir de ce réseau d'agriculteurs qu'on qualifie souvent de pionniers, c'est-à-dire ceux qui ont des systèmes assez aboutis, vraiment pensés de manière globale, et de pouvoir s'en servir pour faire venir de plus en plus les chercheurs dessus, les instituts techniques, enfin toute personne intéressée pour venir se servir de ces fermes-là comme terrain d'analyse, que ce soit socio-économique, agronomique, environnemental, écologique, etc. Parce que finalement, des systèmes aussi poussés, il n'y en a pas beaucoup. Et là, pour le coup, nous, on en connaît déjà environ 215 qu'on a cartographiés, qui sont disponibles dans le réseau, et c'est souvent des agriculteurs qui sont très, très partants pour mettre à disposition, dans une certaine mesure, leur ferme, pour aller mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du sol, qu'est-ce qui se passe au niveau des ravageurs, des auxiliaires, etc. Donc il y a des potentiels de collaboration qui sont très forts. Nous, on s'est servi un petit peu, on a fait un pilote, je dirais un galop d'essai. On a une thésarde en ce moment, Clara Lefebvre, qui est basée à Toulouse, au CNRS et à l'ENSAT, qui a mis un réseau de fermes, 22 fermes pionnières, leurs 22 voisins, on va dire, en conventionnel, et où elle fait une partie de ce travail de mieux comprendre comment ces systèmes très avancés, ça va impacter la santé du sol, la nutrition de la plante et la qualité du grain de blé derrière. C'est un exemple parmi, je pense, des milliers de projets qu'on pourrait mener sur ces fermes-là et qui sont un vivier très riche qu'il faut pouvoir ouvrir et enrichir encore plus. C'est pour favoriser en fait les changements d'échelle, pour que les innovations qui sont intéressantes à étudier puissent être acceptées par les agriculteurs, par les filières. Quelles sont peut-être en fait les collaborations à construire ensemble entre amont, aval, public, privé? Alors, qui veut se lancer? Marie-Étienne? Non, mais comme le disait Léa tout à l'heure, il y a comment dire, entre voilà, il y a des filières qui n'existent pas et il y a des processus de transformation industrielle qui s'appuient sur des critères de qualité qui
qui peuvent évoluer ou qui doivent évoluer, je ne sais pas quel est le bon terme. Et du coup, si les organismes stockeurs ou les filières se montent, mais qu'elles n'arrivent pas à vendre parce que le critère de qualité n'évolue pas, ça n'intéressera personne. Si le débouché, le transformateur, accepte soit de revoir son processus ou de l'adapter, ou simplement, enfin peut-être que ça marcherait, c'est en dehors de mon champ de compétences, mais si la transformation n'est pas moteur dans ce changement d'échelle, ça va être difficile, parce que l'agriculteur, il produit, il a tout intérêt à produire de manière plus vertueuse, mais enfin s'il produit moins et qu'en plus il ne vend pas, ça ne va pas fonctionner. Derrière, il y a quand même aussi des notions de sécurité alimentaire. Enfin, ça recoupe des sujets qui sont quand même très complexes et qui sortent du champ de l'expérimentation système. Donc, dans nos projets d'expérimentation, il faut qu'on arrive à embarquer aussi ces personnes-là. Ça commence. Il y a vraiment un intérêt de la part de certains transformateurs via leur cahier des charges qualité. Il y a des entreprises qui de plus en plus imposent des cahiers des charges qualité, mais que nous, on n'a pas forcément. Donc on ne sait pas si on produit de manière compatible avec le cahier des charges de l'U par exemple, ou avec le cahier des charges de McDo pour les pommes de terre. Enfin, voilà. Ça reste des choses auxquelles on n'a pas forcément accès de manière simple. Et donc entre le transformateur et puis au milieu l'organisme stockeur, la coopérative, qui doivent amorcer une réflexion, qui vont amorcer une forme de réflexion, parce qu'eux aussi vivent de la vente d'un certain nombre de produits dont on irait à la baisse en termes de volume dans ce qu'on met en avant. Et de plus, on montre que cette transition, elle a un coût économique, donc il doit être compensé à un moment donné pour l'agriculteur, via une prime sur la vente de sa production. Et donc ça, nous, on n'est pas maître pour dire quel montant, enfin on peut donner des chiffres évidemment, mais c'est pas dans nos mains, quoi. Donc il faut qu'on arrive à les convaincre. Je pense qu'ils sont globalement convaincus, mais qu'ils ne savent pas forcément non plus comment faire vraiment concrètement sur le terrain pour s'adapter, parce que c'est pas simple. Cette analyse, elle perdure. Il y a eu une expertise collective qui a été faite en 2013, où on regardait quels étaient les freins et les leviers à la diversification à chaque étape de la filière. Donc on commence par les semences, parce que sur des cultures de niche, il n'y a pas beaucoup de sélection, donc on n'a pas forcément des variétés adaptées à tous les contextes. Et après, on continue donc à l'exploitation, où on peut ne pas avoir le matériel nécessaire. Si on continue au niveau de la collecte, c'est difficile pour un collecteur d'avoir de multiples collectes de petits volumes, sachant que pour certaines cultures qui sont des cultures de niche, on peut aussi avoir, comme je le disais, des choses qui ne fonctionnent pas une année. Et comment on assure dans ce cas-là le volume qui était prévu pour le transformateur? Donc on a et après, au niveau du transformateur, il préfère quand même avoir des choses qui sont un peu d'une qualité assez continue et connue. Et donc, on se retrouve, quand on a fait l'analyse, vraiment à tous les points de la filière, avec une série de freins et de leviers. On essaye d'avoir des leviers, mais la transformation, pour l'instant, elle est encore assez lente. Peut-être un point sur les légumineuses qui... Oui, je pense que ce que tu viens de décrire, Frédéric, ça s'applique tout à fait aux protéagineux et aux légumineuses, parce qu'on est effectivement dans ce contexte. On a des demandes, on a des débouchés qui se sont développés, notamment à l'alimentation humaine, mais on a du mal à approvisionner parce que maintenant on a du mal à produire suffisamment en volume. Il y a certains agriculteurs qui, je pense, se lancent dans ces cultures-là, mais effectivement, il faut vraiment qu'il y ait tous les maillons de la chaîne qui soient réunis. Que chaque agriculteur puisse avoir accès au progrès génétique, parce qu'il y en a un, mais il n'est pas toujours accessible. Donc oui, il y a tous ces freins-là. Nous, justement, on a, pour acter ce fait et le rendre très clair dans la filière, que tous les changements ne sont pas uniquement effectués dans les champs, mais aussi beaucoup dans les silos, l'étape du stockage, de la collecte, mais aussi de la transformation, évidemment, et de la distribution, sans aucun doute. Justement, nous, quand une entreprise, donc je vais peut-être préciser pour ceux qui ne connaissent pas, pour une agriculture du vivant, on est une association, et donc on accompagne des entreprises, des secteurs agricoles et alimentaires dans la transition de leur filière. Et donc, notamment, quand une entreprise veut rejoindre l'association, on lui fait passer, entre guillemets, un diagnostic de maturité qui va nous permettre de voir dans quelle mesure aujourd'hui l'organisation des processus internes de l'entreprise, par exemple acheteur et transformateur d'une matière première, industriel de l'agroalimentaire, dans quelle mesure ces exigences en termes de cahier des charges achat, d'agréage, exigences variétales, de processus de transformation, est-ce que c'est compatible avec ce qu'on sait qui vont être les pratiques agroécologiques à mettre en place dans les champs, ou est-ce qu'il y a des freins clairement identifiés dès le début ?
Et si c'est le cas, on va évidemment travailler à les lever pour que, en parallèle, on travaille dans les champs, mais en parallèle, on s'assure que ce qu'on va produire dans les champs va pouvoir être valorisé, sinon économiquement, on va avoir un gros blocage. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, tout le monde n'a pas bien la connaissance de tous les maillons de la filière, donc quand on emmène un acheteur, un transformateur de blé dans un champ d'un agriculteur qui n'est pas dans sa filière et qui va lui montrer un blé associé à une légumineuse et que l'acheteur va dire c'est vachement bien, en plus ça réduit les charges en azote, à la fin le blé on le fertilise moins, etc., il est moins sale. Mais pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça ? Réponse, parce que toutes les coopératives ne collectent pas des mélanges d'espèces ou demandent à l'agriculteur de trier à la ferme, tous les agriculteurs ne sont pas équipés, etc. Donc on touche du doigt les freins concrets qu'il faut réussir à lever et ensuite nous on essaye de faire ce travail d'agitation du bocal pour que on réussisse à lever ces freins-là dans le travail de construction de la filière. Et c'est pas du tout simple et on voit que certains leviers sont clairement encore au stade de la discussion. On a organisé lors des défis de l'agroécologie en 2022, il y avait des ateliers d'échange, un atelier sur les coopératives où ont été évoqués le fait que, oui, mutualiser les outils de collecte et de stockage, ça pourrait être pertinent justement entre coopératives d'un même territoire pour ces cultures minoritaires où les volumes et l'incertitude sur les volumes d'une année à l'autre est un frein à la valorisation. Donc ça, c'est aujourd'hui des idées. Mais les coopératives sont encore un peu frileuses à se lancer dedans parce que c'est quand même une révolution dans leur modèle et dans leur mode de fonctionnement qu'il faut accompagner. Peut-être aussi, on le sent d'une manière diffuse, qu'il faudrait peut-être revoir ou accompagner les systèmes éducatifs plutôt sur les aspects de gestion. Puisqu'au final, comment intégrer dans l'évaluation de l'exploitation agricole ces aspects-là ? Je crois, Véronique, vous en aviez parlé lors de la préparation, justement, la question comment accompagner les instituts de gestion, les conseillers techniques et économiques sur ces aspects. Oui, on a eu en fait un soutien là, donc qui s'appelait Cap Protéines. L'idée, c'était effectivement dans le cadre de France Relance pour les protéines végétales, effectivement avoir un accompagnement auprès de différentes structures pour justement faire connaître certaines cultures qui ne sont pas toujours bien connues, parce que ce soit du côté des producteurs pour justement bien maîtriser l'itinéraire technique, mais aussi pour les collecteurs, je pense, par rapport aux différents critères qu'ils peuvent avoir. Donc effectivement, pour mieux que chacun ait vraiment les meilleures informations pour après pouvoir s'organiser et que la filière puisse vraiment se monter sur des bases solides, parce qu'effectivement il y a souvent des échecs, je pense aux légumineuses notamment, puisque effectivement c'est vrai que parfois je pense qu'il y a quand même des erreurs techniques, l'itinéraire technique est mal maîtrisé et donc ça peut conduire à un échec, et donc ça faudrait vraiment arriver à éviter ça maintenant, donc avec un accompagnement beaucoup plus important. Est-ce que vous auriez peut-être un dernier mot à apporter à nos participants et même à nous-mêmes? Peut-être Léa. Peut-être tout simplement repartir du terrain ou garder, pour ceux qui les ont déjà, mais garder les pieds bien ancrés sur le terrain et auprès des agriculteurs. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment qu'ils voient un peu tous les maillons de la chaîne, ça bouge plus vite dans les champs que dans le reste de la chaîne, mais c'est bien et c'est parce qu'aussi les agriculteurs ont cette conscience que l'agroécologie, ça va leur apporter des bénéfices pour la pérennité de leur ferme, sa transmission, le fait de continuer à avoir des rendements dans 5 ans, même quand il fera encore plus sec, etc. Donc ça bouge bien. Il faut vraiment garder les yeux les plus posés possibles sur ce qui se passe dans la ferme, le valoriser, maximiser les partenariats, les projets recherche terrain, entreprise terrain le plus possible, parce que c'est aussi en s'inspirant de ce qui avance bien sur le terrain qu'on va aussi porter un peu le combat aussi dans son entreprise, dans sa COP, etc. Donc voilà, nous on est un réseau de coopération parce qu'on croit fondamentalement que ça va avancer en coopérant, en s'inspirant les uns les autres et en gardant toujours vraiment les pieds dans les champs pour ce lien au vivant qui nous pousse tous. Marie-Étienne, en 20 secondes. En 20 secondes, je partage le constat que ça commence à évoluer et que les contraintes commencent à être telles que les organismes de stockage, les coopératives et les filières n'auront plus le choix, et que les agriculteurs sont globalement convaincus, mais ils attendent un effet starter.
Oui, bah, je dirais qu'effectivement ça bouge, mais effectivement il y a quand même un grand questionnement, hein. J'entendais tout à l'heure là des agriculteurs qui se posaient la question par rapport au label bas carbone. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse finalement? Je pense que la réponse à la question est complexe, hein. Effectivement, il y a des situations très variées et je pense qu'il faut vraiment aussi regarder au cas par cas, parce que bon, il y a des choses qui peuvent s'appliquer dans un cas qui ne sont pas forcément extrapolables dans un autre. Donc effectivement, il y a du travail, je pense, collectif à avoir pour justement essayer de mieux identifier ce qui peut marcher dans certains secteurs et le promouvoir. Et dernier mot pour la recherche publique. Alors, je ne sais pas si je vais parler de recherche publique, puisque j'ai dit que nous, on faisait des essais un peu très en rupture, que maintenant aussi, on essaie de faire de l'expé à la ferme pour bien comprendre les processus, parce qu'en comprenant les processus, on sait pourquoi ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Mais tout ça, en fait, on se retrouve dans une phase de transition, il y a des risques, et ça réinterroge aussi les politiques publiques pour aider à cette phase de façon économique sonnante et trébuchante. Voilà. Je crois que les messages sont entendus. Écoutez, je vous remercie beaucoup et je pense que nous pouvons applaudir nos intervenantes.